Bonjour, alors je vous présente un peu ce que c'est la schizophrénie à partir d'un support internet que j'ai devant moi. Donc le plan un petit peu de ce que je vais exposer, c'est d'abord en premier point les généralités, en deuxième le tableau clinique, en troisième l'étiologie et en quatrième les traitements et les prises en charge. C'est une maladie qui soulève vraiment beaucoup de questions car ces formes sont très diverses et on a beaucoup de difficultés à diagnostiquer. Ce qu'on appelle les frontières diagnostiques sont très difficiles à trouver avec la schizophrénie. Il y a beaucoup de divergences au sein du monde psychiatrique. Et bon, un petit peu d'histoire, c'est au 19e siècle que Émile Crépin s'est départagé de ce qu'il appelait la démence précoce et il a rassemblé la plupart des pathologies psychiatriques comme la catatonie, l'héberphrénie, dans le terme de psychose schizophrénie, quoi. Après, Eugène Bleuer a défini vraiment ce que c'était la schizophrénie, notamment avec l'aspect déficitaire qui est la dissociation. Alors donc il y a 1% des personnes au monde qui sont atteintes par cette maladie qui est très invalidante. Le début de la maladie peut être très progressif. Ça peut démarrer par un désintérêt intellectuel, un repli sur soi, ou alors avec des symptômes aussi un peu dépressifs, l'agressivité aussi, une vie marginale, des bizarreries de comportement. Mais le début aussi peut être rapide et brutal. Et c'est la bouffée délirante, ce qu'on appelle la BDA qui survient. Alors, le tableau clinique, il y a deux familles qu'on appelle généralement les syndromes, les signes positifs et les signes négatifs. Signes positifs, c'est surtout les hallucinations, le délire en lui-même, parce que c'est quelque chose qui vient en plus par rapport aux gens normaux. Et les signes déficitaires ou négatifs, c'est le repli sur soi, etc. Quoi, la performance intellectuelle qui baisse, et les difficultés psycho-affectives et la psychomotricité qui est perturbée. Alors, le délire paranoïde, c'est vraiment un délire qui est flou, qui est incompréhensible pour la plupart des gens. Et on retrouve dans le délire des formes avec des hallucinations qui sont acoustiques ou psychiques, des hallucinations bien souvent psychiques en eux-mêmes, car ça se passe vraiment dans la tête et c'est la pensée qui génère des tas de choses que la personne ne maîtrise plus, des choses qui s'imposent à elle-même. On a aussi les hallucinations tactiles ou synesthésiques, t'as l'impression d'avoir des bêtes sur la peau. Il y a des mécanismes interprétatifs et imaginatifs qui sont souvent au premier plan. Et dans la thématique du délire, on retrouve vraiment beaucoup de choses, souvent à base de mysticisme ou d'hypochondriaque, etc. Quoi. Alors, le signe déficitaire, le syndrome dissociatif, c'est un petit peu le cours de la pensée qui est vraiment perturbé. Il y a un relâchement de la coordination des idées. La pensée devient vraiment illogique et incohérente. Une difficulté comment dire, à réinterpréter ses connaissances, à passer ses connaissances, quoi. Il y a parfois aussi un ralentissement de la pensée qu'on appelle le fading, ou alors la pensée qui s'arrête brutalement, c'est le barrage. Il y a des persévérations, ce qu'on appelle des idées qui reviennent sans cesse. Et puis l'attention et la concentration sont vraiment ralenties, quoi. Les troubles du langage et de la communication, ils suivent souvent les troubles de la pensée. Il y a le débit verbal et des mutismes qui s'installent. Il y a c'est mon cas un petit peu, des altérations de la syntaxe des phrases ou des néologismes, ce qu'on appelle des mots nouveaux que la personne invente de toutes pièces, quoi. On retrouve aussi les troubles de l'affectivité, un émoussement affectif important, une perte de plaisir qu'on appelle l'anédonie, une ambivalence des sentiments. La sexualité est souvent perturbée, elle peut être complètement débridée ou inexistante. Des troubles psychomoteurs, des mouvements qui se répètent qu'on appelle stéréotypie ou des rires immotivés, des déambulations incessantes, etc. Et aussi on retrouve souvent un apragmatisme. Ça peut aller vers la catatonie, c'est-à-dire un maintien des attitudes, etc. On retrouve aussi des répétitions automatiques des gestes, l'écopraxie, un maniérisme, une discordance. Alors la discordance, c'est un petit peu ce que perçoit le soignant, c'est
Ça découle un peu de la dissociation, c'est la perception que l'on a du comportement de la personne et ce qu'elle évoque en particulier. Alors les formes cliniques, il y a la schizophrénie simple qu'on appelle la schizophrénie, la psychose blanche, où prédomine avec un petit peu un apragmatisme, une indifférence à l'environnement, une pauvreté affective, un isolement. Alors, la schizophrénie paranoïde, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent et c'est celle aussi pour laquelle le diagnostic est le plus positif. Là, au premier plan, on retrouve les délires paranoïdes. L'hébéphrénie, ça, c'est une forme de la psychose où on trouve au premier plan les troubles cognitifs qui dominent le tableau. La catatonie, comme je disais tout à l'heure, les troubles psychomoteurs qu'on retrouve au premier plan. Puis après, il y a des schizophrénies pseudo, ce qu'ils appellent névrotiques. C'est vraiment un état frontière entre la névrose et la psychose, si on peut encore parler avec ces termes-là. Et d'où la difficulté du diagnostic. Il y a les formes aussi psychopathiques, éboïdophrénie, oh là, un comportement asocial avec violence. Et la schizophrénie affective, qu'on regroupe souvent sous le terme schizoaffectif, avec une prédominance des troubles de l'humeur et cognitifs, quoi. Et là aussi, il y a un meilleur pronostic que d'autres formes de psychose. Alors l'évolution de la maladie, c'est variable, hein. Là sur le support que j'ai devant moi à l'ordinateur, il est plutôt pessimiste parce qu'on parle de formes déficitaires à progressives. Ils disent que c'est souvent fréquent. Dans mon cas, c'est pas mon cas. Euh, les formes avec les périodes d'éclosion délirantes qui nécessitent une hospitalisation et qui amènent la personne à faire des rechutes par moment, mais aussi qui peu à peu peut retrouver aussi une insertion sociale. Il y a des formes aussi très délirantes avec des hallucinations permanentes, envahissantes et qui résistent vraiment à les médicaments, notamment les neuroleptiques. Et puis bon, il y a les bonnes formes, peu de délire et peu de déficit. Elles ne nécessitent plus vraiment une hospitalisation. C'est des soins surtout ambulatoires qui sont donnés et il y a une possibilité d'insertion sociale qui est importante et qui est vraiment positive. Et bon, la maladie est invalidante, hein. C'est d'autant plus invalidant qu'en France, on a déjà la chance d'avoir la l'AH, qui est l'unique source bien souvent des revenus pour les malades schizophrènes. La difficulté à trouver, à maintenir un logement propre, et il faut le dire, la plupart des schizophrènes sont des SDF, donc qui sont mal soignés et qui ne sont pas soignés du tout, quoi. On a souvent aussi un tabagisme qui est important, l'utilisation de substances telles que l'alcool, cannabis, etc., qui sont fréquents chez les schizophrènes. Alors, la criminalité, on le sait, hein, elle n'est pas plus importante chez les schizophrènes que dans la population normale, c'est le même pourcentage. Et par contre, le nombre de schizophrènes en prison pour des délits mineurs est assez important, hein. Des gens qui sont pas soignés. Alors, en troisième point, c'est l'étiologie, c'est les causes de la schizophrénie. Là, c'est vraiment difficile à dire parce que vraiment, il n'y a pas de consensus au niveau médical sur les hypothèses la survenue d'une schizophrénie. Il y a bien sûr l'aspect génétique. Bon, on ne sait pas trop ce qui rentre vraiment en ligne de compte. Il y a une histoire de dopamine, quoi. J'ai compris, de neurotransmetteurs. Donc les neuroleptiques agissent souvent au niveau biologique. Et puis aussi, il y a quelques anomalies cérébrales qui sont mises en évidence, mais pas chez tout le monde. L'imagerie médicale, elle permet de voir certaines choses, mais bon, on ne peut pas encore conclure après une imagerie médicale si une personne est vraiment schizophrène, rien qu'avec cet outil-là, quoi. Donc, bon, les travaux scientifiques ils plaident en faveur de facteurs génétiques, ça c'est certain. On retrouve des cas chez les jumeaux monozygotes, chez qui, quand l'un est schizophrène, dans 50% des cas, on retrouve l'autre schizophrène aussi. Alors bien sûr il y a la vulnérabilité qui est importante, hein, chez les schizophrènes. En fait c'est un peu le verrou qui saute suite à un événement traumatisant, affectif, professionnel ou financier ou tout autre et qui fait basculer les personnes dans la schizophrénie. Alors il y a les théories non organiques, on pense au niveau familial ou la communication qui s'est pas bien fait dans l'enfance, des choses qui n'ont pas été bien intégrées. On a parlé de mère de schizophrène, mais bon je pense que c'est un peu abandonné.
La psychanalyse aussi a un aperçu assez complexe et contradictoire au sujet de la schizophrénie, donc c'est pas évident